Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur La Vie publique. Aujourd'hui, on va parler de la place de la voiture dans nos villes et plus précisément à savoir si celles-ci doivent foutre le camp de nos centres urbains. Pour ça, je suis accompagné de Mathieu qui travaille en informatique. Bonjour Mathieu, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ? Bonjour à tous, voilà, je m'appelle Mathieu, je suis effectivement, comme a dit Yvan, informaticien, mais je m'intéresse à de nombreuses choses, y compris des choses comme l'architecture, comme l'urbanisme, comme l'écologie, voilà. Et la voiture est un sujet qui m'intéresse au plus haut point, mais plutôt parce que je déteste ça. J'essaie toutefois d'être et donc d'essayer d'envisager quelles sont les bonnes choses qui ont été amenées par la voiture, quelles sont les mauvaises, ce qui m'a amené à la conclusion que la voiture doit foutre le camp de nos centres urbains, comme tu l'as si bien dit. Eh ben écoute, donc vous connaissez la formule, on commence avec 2 minutes de discours chacun. Mathieu, je vais te laisser choisir qui commence, à savoir que celui qui passe en deuxième a un avantage sur le premier parce qu'il peut reprendre les arguments de son adversaire. Est-ce que tu veux passer en premier ou est-ce que tu me laisses cet honneur, si je puis le dire ? Je pense que plus logique que je passe en premier, étant donné que c'est moi qui viens prétendre bousculer la société telle qu'elle existe. Bien sûr. Donc, la charge peut-être de preuve, ou en tout cas la charge d'introduire la chose est à moi. Donc voilà. Je voudrais commencer par résumer un petit peu l'histoire de l'urbanisation, sachant que la voiture existe depuis environ un siècle, un peu plus, on va dire la voiture depuis 130 ans, la voiture dans la ville depuis environ un siècle. Donc, la voiture est arrivée peu après l'industrialisation des villes. Les villes avaient déjà grandi beaucoup par rapport au centre-ville. On commençait à avoir des banlieues qui s'étendaient par rapport à des transports en commun. Et puis est arrivé ce formidable engin. Donc je dis formidable avec un petit peu d'ironie, mais c'est vrai qu'à l'époque, on pensait que la voiture allait amener la solution à beaucoup de problèmes. Ce qui fait que quand les vendeurs de voitures et les vendeurs d'essence ont fait un petit peu de lobbying, les gouvernements ont pris ça très bien, et dans tous les pays, on va dire occidentaux, où la voiture commençait à pas mal se développer, tout a été fait pour encourager la voiture à se développer encore plus. Ce qui a amené à la transformation de nos villes, surtout aux États-Unis et Canada, Australie, les pays associés, mais aussi dans les pays d'Europe de l'Ouest principalement, et un petit peu après partout dans le monde. La ville a été changée surtout à partir de la Deuxième Guerre mondiale, en partie parce qu'il a fallu reconstruire. Donc on a reconstruit en plaçant la voiture au centre des préoccupations. C'est un petit peu ce qu'on voit déjà avec des architectes comme Le Corbusier. Et il a fallu attendre peut-être les années 70, la première crise pétrolière, et puis de voir les résultats de mettre la voiture au centre de la ville pour se rendre compte qu'en fait tout n'était pas si rose. Et donc plus les choses avancent et plus on se rend compte que ce qu'on croyait être une bonne chose, ce qui amenait des solutions à des problèmes existants, finit par amener encore plus de problèmes, et qu'il faudrait sans doute revenir en arrière. Donc ces problèmes, ça inclut bien sûr la pollution, dans le contexte où je pense il y a plus grand monde pour nier le réchauffement climatique provoqué par l'homme. La voiture fait partie, c'est pas la seule bien sûr, mais la voiture fait partie de ces choses qui sont extrêmement polluantes, de ce point de vue-là et d'autres points de vue d'ailleurs. Et il y a toute la vie qui s'est transférée en banlieue, dont on se rend compte que ça a aussi des effets négatifs du point de vue humain, du point de vue psychologique, un certain délitement de la société,
participe à une vision plus égoïste de la vie, elle participe à la centralisation d'un certain nombre de choses, ce qui appauvrit en fait à peu près tout le monde, sauf les centres les plus centraux. Donc en France, par exemple, contribue à l'essor de Paris et à faire qu'on trouve de moins en moins de choses un peu partout, sauf éventuellement à Paris ou dans les grandes villes. Je vais prendre un exemple local. Nous avons désormais une capitale de région, la région qui est le Grand Est. La capitale se situe à Strasbourg. C'est-à-dire qu'il y a des gens près de Reims qui vont avoir plus près d'aller à Paris que d'aller à Strasbourg. Pourtant, leur capitale est à Strasbourg, à 250 km de chez eux. Voilà, sachant qu'il existe assez peu de transports en commun, même si là on est mieux loti que des pays comme les États-Unis ou le Canada. La voiture est un élément qui est non seulement totalement intégré dans notre société, mais aussi devenu indispensable, qui contribue à l'exclusion des personnes qui sont trop jeunes pour conduire, des personnes qui sont trop âgées pour conduire, des personnes qui, pour une raison ou pour une autre, sont incapables de conduire. Ce qui veut dire pour la moindre petite chose, on est obligé de prendre la voiture. D'accord. On n'est pas encore tout à fait obligé, mais on le devient de plus en plus. Souvent, pour conduire une seule personne, il va falloir déplacer plus d'1 tonne de métal sur des routes qui coûtent énormément à construire, à entretenir, à la fois d'un point de vue financier et d'un point de vue environnemental. Donc voilà, il y a tout un tas de petits problèmes ou de gros problèmes qui sont comme ça liés à la voiture. Soit que la voiture provoque, soit qu'elle ne fait qu'amplifier. Donc on pourrait aussi évoquer les supermarchés, évoquer la disparition des espaces naturels qui provoquent les inondations, enfin voilà, énormément de choses Bien sûr. sur lesquelles je n'hésiterai pas à piquer au fur et à mesure de nos discussions. T'en fais pas. Ok. Alors, il est vrai que la voiture aujourd'hui c'est devenu un outil assez banal et qui est venu avec son lot de problèmes qu'on a malheureusement remarqué un petit peu tard. Et c'est assez rare en France de trouver des foyers qui ne sont pas équipés d'une voiture. On a toujours au moins une voiture par foyer. Et d'ailleurs, c'est même assez surprenant de voir que les gens sont surpris quand quelqu'un dit qu'il n'a pas de voiture. Pourtant, au jour d'aujourd'hui, les politiques urbaines tendent plutôt à faire diminuer l'usage de la voiture. Pour ça, on met en place des solutions de covoiturage, de transport en commun, de mobilité douce comme le vélo ou la marche à pied, tout simplement. Et quand on regarde un petit peu, c'est dans plusieurs optiques. Les deux grandes, c'est diminuer la pollution dans les villes, que ce soit sonore ou atmosphérique, et fluidifier le trafic. Donc on remarque quand même que dans cette volonté de faire diminuer la place de la voiture, il y a quand même toujours une petite place pour la voiture dans la ville imaginée par nos agglomérations. Et tout ça revient souvent à plutôt des contraintes un peu citoyennes aussi, notamment récemment, quand on regarde ce qui s'est passé à Paris, quand je crois que c'est le centre-ville qui est passé à 30 à l'heure, il y a eu une grosse levée de bouclier de la part de l'opinion publique en disant attendez, 30 km/h c'est quand même pas possible en plein Paris, ça traîne, ça crée beaucoup de bouchons parce que il y en a qui vont pas respecter les choses, il y a déjà un trafic qui est très important et globalement ça a été mal reçu. Mais il faut reconnaître quand même une chose, c'est que même si c'est pas très populaire, on remarque quand même que surtout aux US, il est très intéressant de voir que il y a beaucoup de personnes qui commencent à repenser la ville et à se dire en fait l'étalement urbain c'est juste pas possible, l'étalement urbain dû à la voiture. Ça veut dire qu'on va tout construire avec la voiture et comme tu l'as bien dit, on commence à mettre la voiture au centre un peu de notre planification urbaine. Et
tout ça, ça mène à des soucis aussi qui sont d'un point de vue plus social, où on va tous être enfermés dans un îlot, dans une petite bulle, qui est pas forcément très saine. Mais il faut reconnaître que la voiture a quand même apporté une chose, c'est la mobilité. Et aujourd'hui, on a du mal à se passer de cette mobilité, même si ça nous enferme dans une bulle. Alors la question, ça va plutôt être la voiture moins, oui, je veux bien, mais sans passer totalement, ce serait hypocrite que de vouloir le faire, parce que tout simplement, aujourd'hui, on est forcé de constater que beaucoup ont besoin de cette voiture pour aller au travail, pour aller dans les campagnes ou dans les périphéries, parce que beaucoup vivent aujourd'hui dans des périphéries ou dans des banlieues qui sont un peu bloquées du monde, ne serait-ce que un exemple assez populaire, assez drôle, c'est de l'autre côté du périph', c'est de remarquer que cet axe urbain représente une frontière entre deux mondes différents, en l'occurrence de Paris. Donc force est de constater qu'aujourd'hui, maintenant qu'on a mis les gaz sur tout ça, revenir en arrière, on n'en est plus capable. Ça me paraît extrêmement hypocrite de passer du tout voiture au zéro voiture, là comme ça d'un claquement de doigts. Je veux bien qu'on le diminue, mais ça me paraît irréaliste. Oui, alors c'est là que le débat risque d'être un petit peu limité, puisque il faut bien admettre la réalité des choses, c'est que quelque chose qui a commencé il y a un siècle, oui. Effectivement, c'est difficile de revenir en arrière. Et dire que d'un claquement de doigts, on va supprimer la voiture et que tout va bien aller, non, c'est clair que d'un claquement de doigts, on supprime la voiture, il y aura un temps d'adaptation. Bien sûr. Alors, est-ce que ce temps d'adaptation, il vaut mieux supprimer la voiture d'abord et puis ensuite on s'adapte et puis tant pis pour tous les gens qui subissent, ou est-ce qu'on commence à s'adapter d'abord et au fur et à mesure on diminue la voiture doucement? Effectivement, on peut débattre. Je pense qu'il faut d'abord commencer à s'adapter, qu'il faut que chacun fasse des efforts, qu'il faut diminuer la voiture petit à petit, à commencer par les centres-villes. Oui. Et effectivement, les gens qui habitent à la campagne ou dans des zones plus difficiles, peut-être des banlieues éloignées, devront conserver la voiture pendant un temps, plutôt que de devoir faire l'inverse, c'est-à-dire que le jour où il y a un gros problème et où la France va se retrouver privée de pétrole, parce que ça va arriver, je suis pas sûr qu'on aura à ce moment-là assez de voitures électriques pour tout le monde. Oui, et même si on a des voitures électriques pour tout le monde, je suis pas sûr qu'il y aura assez d'électricité pour tout le monde. Oui, on se souviendra d'un hiver assez récent. Voilà. C'est pour ça que je trouve que c'est d'autant plus important de s'adapter maintenant et de dire on fait tout de suite les efforts qu'il faut, parce que quand l'obligation viendra, eh ben on sera déjà prêt et on aura déjà fait la moitié du chemin, plutôt que de continuer avec la voiture, et quand l'obligation viendra, ben ça risque d'être un petit peu apocalyptique. Ouais. Voilà. Alors, la voiture, alors aujourd'hui, donc t'avais évoqué des histoires de pollution, et là tu nous parles donc de la voiture électrique. Est-ce que, alors, comment dire, à titre personnel, je suis pas sûr que tout remplacer la flotte, on va dire thermique, par une flotte électrique soit vraiment très intelligent non plus, parce que certes on n'a plus la pollution atmosphérique, mais on aura d'autres types de pollution, comme la pollution des sols, parce que l'extraction des métaux rares utilisés dans les batteries, on va pas se mentir, c'est pas non plus une affaire qui est vraiment toute propre non plus. Mais il y a surtout un deuxième problème, moi, qui me chafouine un petit peu, parce que c'est un problème qu'on peut moins résoudre techniquement, on va dire. C'est tout simplement la congestion des villes. Dès que tu vas dans une grande ville, que ce soit Paris, Lyon, Marseille, Metz, ce que tu veux, tu te rends compte que aux heures de pointe, c'est rapidement la galère. Et c'est pour ça que c'est un peu là où moi le bas blesse, c'est que
diminuer la voiture, oui, d'accord, mais la question, ça va aussi être de savoir comment on fait, parce que je suis forcé de constater que le covoiturage, j'ai pas l'impression que ça marche si bien que ça, quoi. Non, je pense, mais bon, déjà, parlons un petit peu de la voiture électrique. Effectivement, la voiture électrique, je suis comme toi, ça ne me convainc pas. Alors, je dis pas que je suis pas convaincu, je dis qu'il y a du pour et du contre. Mais sinon, c'est une solution intéressante. C'est une solution qui, par rapport au changement climatique, si tu fais ton électricité avec du nucléaire ou avec des énergies vertes, c'est une solution. Oui. Uniquement pour cette partie consommation d'essence. Maintenant, effectivement, comme tu disais, il y a toute l'extraction des métaux rares. Il y a le fait que les voitures électriques sont encore plus lourdes que les voitures thermiques, donc que tu déplaces encore plus de poids, donc ça demande encore plus d'énergie. Donc, alors, le poids qui est quand même surtout dans les batteries. Hein. Oui, qui vont peut-être s'améliorer. Donc, ouais, c'est pour ça, on n'est pas encore sur un produit entièrement fini. Hein. Plus tu déplaces de poids, plus tu as besoin d'énergie. Plus tu as besoin d'énergie, plus tu dois en produire. Quand tu utilises l'électricité, en plus, tu as une perte énorme. Donc, ça veut dire que il faut une production qui va être démultipliée si tu veux assurer tous les déplacements avec de l'électricité. Après, il y a des moyens de transport qui ont un rapport énergie fournie, transport fourni qui est bien meilleur. Hein, comme le train ou le bateau. Le train ou le bateau. Ouais, mais on va peut-être rester sur la ville et plutôt parler de métro, tram et bus, parce que bateau en ville, on l'utilise plutôt à titre touristique. Hein. Mais, non, c'est le genre de solution qui se met en place. Bon, après, quand tu as une ville comme Seattle, où la ville est construite autour d'une baie... Oui, ça c'est sûr. C'est super intéressant d'avoir des transports nautiques. Quand tu as une ville... comme je sais pas, Paris, oui, tu peux avoir des vedettes qui naviguent sur la Seine. Mais pas plus. Ça va être moitié touristique, moitié utile. Peut-être même plus touristique qu'utile, mais c'est effectivement plus gadget qu'autre chose. Ouais, on est après, on parle de train, c'est surtout que l'existence de rails, tu fournis de l'énergie au début pour les installer. Oui. Mais une fois que les rails sont installés, ça diminue énormément le frottement. Et donc, ça diminue énormément l'énergie nécessaire pour faire avancer. Ok. C'est le genre de questions techniques qu'on doit se poser parce que le but, c'est aussi d'économiser de l'énergie. D'économiser de l'énergie parce qu'on va en manquer, d'économiser de l'énergie parce que si on passe à tout électrique, on n'a pas encore commencé à construire les centrales qui seront nécessaires pour produire cette électricité. Donc, ça va être un petit peu la merde. Voilà. Ouais. Donc, c'est pour de supprimer la voiture. C'est pas la remplacer par la voiture électrique, c'est supprimer la voiture dans les villes pour commencer et voir après si on peut pas la supprimer ailleurs également. À propos des bouchons, par exemple, je suis tombé sur une information récemment. Dis-moi. Est-ce que tu sais quel est le plus gros bouchon au Japon ? Au Japon, alors. Ça doit être pas loin de Tokyo, mais comme je sais qu'il y a... Ah ouais, même pas ? Pas du tout. Les plus gros bouchons, bouchon, on parle pas d'un seul bouchon qui ferait des kilomètres, on parle de temps de circulation par rapport au kilométrage parcouru. Ouais. C'est sur Okinawa. Sérieux ? Pourquoi ? Pourquoi sur Okinawa ? Parce qu'Okinawa était occupé par les Américains pendant très longtemps et qu'ils ont d'Américains. Sur Okinawa, il y a plus de possession de voitures que n'importe où au Japon. Et sur Okinawa, il n'y a pas de transport en commun. Alors que dans le reste du Japon, ils ont des trains. Ils ont investi énormément dans les trains. Ils ont investi, Tokyo, c'est la plus grande mégalopole du monde. Tokyo, ils ont investi énormément sur les infrastructures. Alors, soit des trains, soit des métros, soit des tramways, soit je ne sais quoi. Ils ont investi, ils ont énormément de vélos. C'est un modèle très intéressant, Tokyo. Parce que c'est la plus grosse ville existante. Oui. Et pourtant, ils ont très peu de bouchons parce qu'ils ont finalement très peu de voitures par rapport au nombre d'habitants. C'est vrai. Quoi qu'ils en ont encore beaucoup, mais... après, disons qu'il faudrait regarder ça en termes de proportion d'habitants, enfin de voitures par habitant plutôt, parce que, oui, si t'as beaucoup de monde, forcément t'as beaucoup de voitures, mais en termes de proportion, tu regardes, je sais pas moi, tu regardes l'A7
En départ en vacances comme aujourd'hui, c'est le bordel. Bon. Alors que Oui, je dis comparativement... beaucoup, ça reste propre. Il ne sera plus une voiture par foyer. Ouais. Quand même. Donc, une voiture pour un foyer. Alors attends, est-ce que tu peux répéter parce que moi ça a coupé de mon côté. Ils ont quand même moins de problèmes. Je dis, on a du mal à passer en dessous de ce minimum qui est une voiture par foyer. Oui. Même à Tokyo, même là où il y a une infrastructure qui est prévue, si les gens s'en passent au quotidien, ils possèdent des voitures quand même. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'ils les utilisent pas forcément tous les jours. Ils vont l'utiliser quand ils vont avoir quelque chose de gros à déplacer, ils vont l'utiliser quand ils auront un déplacement exceptionnel, oui. Mais pour aller au travail, oui. Pour aller faire les courses, oui. Ils vont pas l'utiliser. Non, parce un autre modèle qu'on peut regarder, c'est les Pays-Bas, où c'est pareil. Oui, en effet. Mais ils en ont pas besoin parce qu'à un moment, ils ont dit stop la voiture. Enfin, aux Pays-Bas, en tout cas, ils ont dit stop la voiture. À Tokyo, je crois que c'est la taille de la ville, de toute façon, empêcher que ça se fasse. Et que le reste de la société s'est effectivement développé avec. Au Japon, ils sont connus pour avoir tous les nerds connaissent ça, les combini, oui, les petits magasins d'utilité générale qui sont à tous les coins de rue. Donc t'as pas besoin de prendre la voiture pour aller faire les courses. Et voilà, mais aussi si nous on a besoin de la voiture pour faire les courses, c'est aussi parce qu'on l'a choisi. Tu parlais des centres commerciaux, on a un peu poussé avec on va dire le modèle à l'américaine. Où on va aller construire des grands centres commerciaux, souvent en périphérie, même si y en a des chouettes dans les centres-villes, qui font que là-bas, tu vas, t'as un grand parking, tu te gares, et puis voilà quoi. Tout à fait. C'est quelque chose qui est moins pire peut-être chez nous qu'ailleurs. Clairement. Qu'ailleurs, je pense que comparé aux États-Unis, les centres commerciaux européens se portent beaucoup mieux parce que ils sont pas juste là pour la voiture, ils sont capables de s'intégrer à un maillage urbain un peu plus divers, on va dire. Je pense notamment pour les Lyonnais qui écouteraient, il y a le centre commercial de la Part-Dieu qui est juste à côté de la gare, en plein centre-ville, et qui est l'un des points névralgiques du réseau de transport en commun. Et du coup, le centre commercial est toujours fréquenté parce que évidemment, il est bien placé, il y a tout pour y aller. Voilà. C'est effectivement un peu mieux, mais en même temps, il y a eu cette volonté populaire. Et donc dire nous, oui, c'est pas que les politiques, c'est vraiment nous, mais plutôt les générations d'avant, qui ont, pour gagner 3 centimes sur la facture finale, on préfère prendre la voiture et aller au supermarché en périphérie. Oui, mais c'était aussi parce que à l'époque ça coûtait pas très cher l'essence, et donc du coup tu gagnes en mobilité pour au final peu de pertes économiques. C'était un modèle où pour l'époque c'était assez intéressant. C'était intéressant. On regarde ça nous avec les yeux d'aujourd'hui, et à l'époque, comme ils naviguaient à vue, je sais pas si on aurait fait un choix différent non plus. Ça dépend. Si tu navigues à vue en regardant uniquement l'argent, aujourd'hui. Malheureusement, aujourd'hui encore, on regarde encore beaucoup la dépense en premier. Oui, mais après, c'est effectivement sans doute plus confortable de dire ça quand on a un travail au Luxembourg et qu'on peut se permettre de respirer. Mais regarder uniquement les économies qu'on fait, c'est pas toujours un bon choix. Donc, pour en revenir au magasin, que la voiture soit impliquée ou pas d'ailleurs, favoriser les grands supermarchés qui centralisent plutôt que les petits magasins d'alimentation qu'on peut voir dans le quartier. Certes, on y gagne de l'argent, mais on y perd au niveau société avec tous les emplois qui sont supprimés. On y perd au niveau société en créant clairement 2 classes, c'est-à-dire les propriétaires d'un côté et les travailleurs qui sont SMIC de l'autre. Alors attends, là on s'écarte peut-être un petit peu trop de la voiture. Là t'es en train de basculer sur tout ce qui va être commerce, etc. Oui, parce que c'est un problème que la voiture a rendu possible. Et c'est pour ça que je te parlais au tout début. D'accord. Je sais, oui. Il y a des problèmes directement liés à la voiture, et il y a des problèmes, en fait,
La voiture n'a fait que les exacerber ou les rendre possibles. Et ce genre de magasin, donc effectivement, on va pas s'étendre dessus, mais ce genre de magasin, il faut bien se dire qu'un supermarché, c'est pas une bonne chose du point de vue de la société, et que la voiture les rend possibles. Et à ce moment-là, Mathieu a eu quelques soucis techniques de son côté, donc il y a une petite ellipse où on a fini par perdre le fil. Bonne continuation. Bref, oui, donc la voiture. Alors, on est d'accord que du coup la voiture a engendré plein de choses, notamment, on va dire la partie la plus exacerbée, ça reste quand même les US avec, et le Canada avec leur large parking et leur loi de zoning qui donnent des choses assez surréalistes. Mais j'aimerais m'attarder un petit peu sur le point que tu as abordé dans ton discours, qui est l'artificialisation des sols. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, une voiture, dès qu'on parle de créer une route entre un point A et un point B, on met de l'asphalte, etc. Et force est de constater qu'en été, il fait vachement plus chaud sur de l'asphalte que sur du gazon. Et aujourd'hui, alors il y a une politique récente qui est passée pour plutôt un objectif qui passe au gouvernement sur tout ce qui va être artificialisation des sols, à savoir zéro artificialisation. Quid de tout ceci pour toi ? Est-ce que tu penses que une simple diminution de la flotte suffit, ou tu veux encore une fois couper la tête à la voiture et on n'en parle plus ? La voiture n'est pas, on va dire, la seule responsable de l'artificialisation des sols. Oui, mais là, plutôt d'un point de vue routier que d'un point de vue... Oui, mais faut bien... Alors, ce qui se passe beaucoup au niveau de l'artificialisation des sols, c'est aussi que la voiture va rendre possible le fait d'habiter en banlieue, voire dans des banlieues très éloignées. Oui. Parce qu'on a des voitures qui roulent de mieux en mieux, on est de plus en plus habitués à conduire, donc on se dit c'est pas grave si je fais des trajets qui font 1 heure à chaque fois. Oui. Je vais m'installer à Bouze sur Rivière. Voilà. Et on va à des endroits où des terrains sont moins chers, et donc on achète plus de terrain en se disant je vais faire une grande maison sur un grand jardin. Oui. Ce qui fait que les maisons sont de plus en plus éloignées les unes des autres, ce qui fait qu'on est obligé de construire de plus en plus de routes pour relier ces maisons, puisque pour aller de chez Monsieur A à chez Madame B, bien sûr. Le trajet est de plus en plus long. Donc ton argument, c'est de dire le fait qu'on ait un maillage urbain qui soit moins dense, ça représente l'un des principaux problèmes de la voiture. Si je cumule ça avec ce que tu disais avant, pour toi, le souci, c'est surtout l'impact de la voiture sur le maillage urbain. Voilà, en plus, à partir du moment où on a des banlieues qui sont faites comme ça, ces banlieues ne peuvent plus soutenir de petits commerces, puisque on peut plus, si les maisons ont chacune 30 mètres de jardin, rapidement, il n'y a plus assez de gens qui sont assez proches d'un commerce pour y aller à pied. Donc ça oblige encore une fois à l'emploi de la voiture. Donc tout ça, c'est des choses qui se cumulent et qui vont rentrer dans une sorte de cercle vicieux. Et simplement supprimer la voiture, ça devient effectivement impossible, surtout dans les mentalités des gens qui vont dire moi, si tu me supprimes la voiture, comment je vais aller chercher du pain ? Oui, donc pour moi, il faut commencer par supprimer la voiture à l'endroit où c'est facilement faisable, c'est-à-dire dans les grandes villes, mais penser aussi à ce genre de banlieue, ne plus artificialiser les sols, ça veut dire aussi concentrer un petit peu l'habitat dans ce genre de banlieue, en disant, désolé, il va falloir renoncer aussi à d'autres choses que la voiture, c'est-à-dire renoncer à des gros jardins, renoncer peut-être à des maisons complètement isolées, aucun voisin à proximité. Parce que comme ça, tu réduis le besoin pour la voiture, en fait. Et tu réduis le besoin pour la voiture, tu permets à des commerces de devenir rentables, et c'est là que le marché libre fonctionne bien, c'est que si tu permets à des commerces de devenir rentables et que la loi les interdit pas, ils vont fleurir. Hein. Et alors, toi, donc, dans, entre guillemets, ta stratégie, d'abord, tu supprimes la voiture dans les endroits où c'est possible, mais est-ce que
Au contraire, il vaudrait pas mieux développer des transports en commun dans les endroits qui vont en avoir besoin au moment où on décide de couper tout ça. Parce que aujourd'hui, les endroits qui ont le plus l'usage de la voiture, ça reste les périphéries urbaines en termes de quantité. Et donc je me demande s'il n'est pas d'abord plus intéressant, au contraire, de pousser les moyens de transport un peu plus doux, comme le tram, le métro, le bus, plutôt que de d'abord dire, bah écoutez, dans le centre-ville, on va supprimer la voiture. Parce que, comment dire, si tu supprimes la voiture dans le centre-ville, ça veut dire que tu mets sur le carreau ces personnes qui sont en périphérie et qui, on connaît à peu près maintenant le modèle de la périphérie, c'est-à-dire que tu vas habiter là et tu vas aller travailler dans le centre-ville. Donc c'est-à-dire que eux, tu leur mets une cartouche au moment où il faut aller bosser, quoi. Il faut effectivement, tu peux pas juste supprimer et te dire bon les choses vont tout fonctionner d'elles-mêmes. Il y a des choses comme voilà, je te disais les magasins ça va fonctionner tout seul, oui. Les transports en commun, non, il n'y a pas une société qui va dire tiens je vais venir implémenter une ligne de bus là. Il faut que ce soit quelque chose qui soit prévu au moins à un niveau, au niveau de la ville, peut-être à un niveau départemental, peut-être à un niveau national. Ouais, ça dépend de comment on organise nos collectivités, etc., etc. Voilà. Mais il ne faut pas non plus faire dans l'autre sens et se dire je vais commencer par mettre les transports en commun en place et puis spontanément, maintenant que les transports en commun sont développés, les gens vont les prendre et c'est seulement après que je supprime la voiture. Non, ça l'expérience nous a appris que ça fonctionne pas comme ça. Les gens ne le font pas. Il y a quand même au niveau de la vision de la voiture qui est que les voitures c'est pour les riches, les bus, les trains, les machins comme ça, c'est pour les pauvres. Et les riches n'accepteront jamais de prendre le bus, de prendre le train s'ils n'y sont pas forcés. Donc, oui, il faut construire la possibilité en même temps, parce que tu peux pas juste mettre les gens dans la merde. Oui, d'accord. Il faut quelque part obliger. Donc obliger, ça peut être comme à Paris, commencer par diminuer la limitation de vitesse qui était à 50, qui est passée à 30. Ouais. D'ailleurs, à ce propos, ceux qui ont protesté sur cette limitation à Paris, c'est pas les habitants, c'est les gens qui habitent en banlieue et qui sont en périphérie. Oui. Donc les gens qui n'en ont rien à foutre de ceux qui habitent sur place et qui disent moi je veux pas qu'on empiète sur mes droits, même si en fait c'est pas ma ville, donc ils n'ont rien à dire quelque part. Bon. Passons, voilà, il faut petit à petit en venir à bannir la voiture au centre-ville. On sait en plus, dans les villes où ça a été tenté, que généralement bannir la voiture au centre, ça a un effet positif sur la ville. Ça a été plutôt bien accueilli. Un exemple qui a bien fonctionné, c'est à Montpellier où la place de la Comédie a fini par devenir piétonne dans les années 2000, je crois. Petite précision de ma part, la piétonisation de la place de la Comédie à Montpellier ne s'est pas faite dans les années 2000, mais dans les années 80, et c'est quelque chose qui s'est produit de par la présence du tramway sur la place de la Comédie. Et du coup, ça a bien fini, quoi, parce que maintenant on a une place vibrante en plein centre-ville, quoi. Je sais que les commerçants ont tendance à dire quand on passe sur une rue piétonne en disant ah non, si les gens passent plus en voiture, ils vont plus s'arrêter. Non, en voiture on s'arrête déjà pas de base, quoi. Donc. Et voilà, les gens ne s'arrêtent de toute façon pas. Voilà. Les expériences. Alors après, je suis pas un expert sur le sujet. J'entends parler des expériences qui fonctionnent bien. Ça se trouve, il y en a qui fonctionnent bien, pas bien, mais personne n'en parle. Oui. Mais à ma connaissance, partout où ça a été tenté à peu près, finalement, ça a été bon pour les commerces aussi. Ça a été bon pour les habitants qui ont beaucoup moins de pollution, à la fois sonore et de vraie pollution. Voilà. Et donc, pas sûr que ça. Donc par curiosité, en tout cas dans les villes, ça marche. Donc par curiosité, les ZFE, ton avis dessus, qu'est-ce que c'est ? Les ZFE, les eaux à faible émission. Tu sais, c'est en combinaison avec la vignette critère, on limite les personnes qui peuvent rentrer. Et je crois qu'in fine, ils veulent faire comme à Londres et mettre des portiques payants pour pouvoir avoir accès au centre-ville seulement si ton émission de particules fines est inférieure à un certain taux.
Oui, ça rejoint un petit peu la voiture électrique là-dessus. C'est-à-dire que il y a un effet positif. Il y a quand même une réelle diminution. Enfin, dans l'objectif, il y a une réelle diminution. C'est pas on transvase une flotte par une autre. C'est de dire, on limite quand même. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, 99% du parc automobile, ça reste du thermique. Effectivement, mais le jour où tout a été remplacé par de l'électrique, on revient un petit peu à la situation d'avant. Et en plus, ce genre de loi, c'est quand même une certaine tendance à dire oui, on va faire quelque chose pour gêner les gens, mais ça va gêner plus les pauvres que les riches. Ce qui est un petit peu l'inverse de ce qu'il faudrait faire par rapport au transport en commun, puisque quand on prend l'exemple de différents pays, on se rend compte que les pays où les gens riches prennent les transports en commun, eh ben, ils ont des super bons transports en commun. Oui, en effet. Et c'est pas parce que les transports en commun sont super bons que les gens riches les prennent. C'est parce que les gens riches les prennent que, curieusement, le gouvernement trouve moyen de donner des fonds à ces transports en commun. Donc, il faut pas se tromper de sens. Il faut bien forcer les riches avant tout à vivre, entre guillemets, comme des pauvres, pour que la vie des pauvres s'améliore. Aucun problème d'exemplarité. Je ne m'étalerai pas là-dessus parce que on peut relancer la question de l'œuf ou de la poule et faute d'avoir lu dessus, j'ai du mal à avoir avoir une opinion dessus. Mais attends, donc il y a comment j'ai pas là je pense que c'est les bonnes mesures. Donc toi, à la place d'une ZFE, tu ferais carrément une limitation des voitures tout court en termes de qui habite là, un peu comme on a dans certaines zones où il y a que les résidents qui peuvent rentrer avec leur voiture, c'est ça? Ou même mieux, une interdiction totale des voitures, sauf les services qui le nécessitent, les ambulances, et s'il y a un commerce de livraison pendant un certain nombre d'heures, les taxis. Après, tu peux envisager d'autres, dire par exemple, oui, on va limiter, mais ce ne sera pas une limitation basée sur un critère qui permet uniquement aux riches de s'en sortir, mais plutôt une limitation basée sur un critère très objectif, en disant on prend uniquement des petites voitures électriques qui ne polluent pas. Donc tu limiterais aussi la taille des voitures, c'est-à-dire que voilà. Fini les 4x4, SUV et autres chars d'assaut et on roulerait tous en Twingo, c'est ça? Il y a un village, alors je sais plus le nom de ce village, mais il y a un village en Suisse qui n'a jamais accepté les voitures. Ah ouais? Ouais. C'est un village si t'as le nom qui te revient en passant dans la semaine, je veux bien que tu nous balances le nom, je le mettrai en commentaire. Je te donnerai le nom et voilà, il y a des vidéos là-dessus. Donc, il y a quand même des voitures dans ce village-là, mais c'est pas des voitures au sens où on l'entend normalement. C'est des véhicules qui ont été développés spécifiquement pour ce village. C'est des tout petits machins électriques. Et D'accord. donc, effectivement, de transporter une personne handicapée, s'il y a besoin d'un transport d'urgence, ces trucs-là existent. Ça s'apparente à une espèce de Twizy de place, un truc comme ça? Voilà. Ok, sympa. Donc, c'est des choses qui, effectivement, vont être beaucoup moins polluantes de toute façon, puisqu'ils sont très légers, puisqu'ils ne sont pas conçus pour aller vite, ils prennent moins de place. Donc, ils ont mis en place des régulations. Il va y avoir des routes extrêmement larges qui vont faire de l'occupation de sol. Donc, c'est une bonne solution. Et en plus, de toute façon, c'est des véhicules qui existent, qu'on peut louer, mais bon, après... Je suis pas certain à 100%, mais il me semble qu'ils appartiennent à la ville et voilà, on les loue, on les emprunte. Ouais, sans doute. Et personne ne possède ces véhicules-là. Donc c'est le genre de solution, encore une fois, pas pour les banlieues larges, mais déjà pour les centres-villes, ça me paraît pas mal. D'accord. Et alors vu que du coup il y a beaucoup cette dichotomie entre le centre-ville et la banlieue, qu'est-ce qu'on fait de nos banlieues? Où est-ce qu'on place la voiture dans la banlieue? Est-ce que on la voue au même avenir que le centre-ville en disant pop ça dégage, ou est-ce qu'on dit on est d'accord que vous êtes un peu loin du centre-ville, en même temps vous êtes à moitié en campagne, qu'est-ce qu'on fout?
Là, ça devient plus compliqué, mais C'est un peu là Mais le bon. nerf de la guerre, hein, on va être très clair. Le centre-ville, il a la vie facile parce que souvent il concentre le transport en commun, mais c'est souvent la périphérie qui galère un peu plus parce que, comme ils sont en périphérie, ils vont pas concentrer les transports en commun et donc ils ont été construits autour de la voiture et donc ils vont être un peu dépendants de ça. Voilà, et les premières banlieues sont apparues avant la voiture. Les premières banlieues, je sais quand. Oui, non. Ouais. Oui, c'est. Ils ont ce qu'ils appellent ces banlieues tramway Oui. qui se sont construites autour d'une ligne de tramway, donc avec un arrêt de tramway tous les, je sais pas, Oui, 500 mètres. typiquement, c'est le cas. Je pense à là où j'ai grandi. C'est une des premières villes dans l'agglomération lyonnaise qui a été reliée par un tramway au centre-ville et ils en étaient très fiers et donc on a un arrêt qui s'appelle Gare parce que c'était la gare de tramway de la ville à l'époque. Voilà. Donc il faut inverser la tendance, effectivement, et partir du phénomène qu'on a de plus en plus, qui sont des banlieues très éloignées, hein, des banlieues qui vont être jusqu'à 60 km de la ville. En France, on n'a pas trop ça, hein. C'est surtout aux US. Non, on a aussi en France. Ah ouais? On a aussi, tu verras. Moi, j'ai quelques amis. Ça doit être du côté de Paris alors. Non, même pas. Ah Moi, ouais? j'ai des parties du centre-ville. Ils ont fait le truc classique. Hein, t'es jeune, t'es étudiant, t'habites au centre-ville, Ouais. puis tu te mets en couple, tu continues d'apprécier ce genre de vie et ce genre d'appartement. Ouais. Puis tu te maries, t'as des enfants et tu pars en banlieue. Ouais. Donc j'en connais. D'accord. Parce qu'ils jugeaient qu'ils n'avaient pas le budget pour les banlieues les plus proches, sont allés à se mettre à des banlieues qui sont peut-être pas 60, mais à 30 km du centre-ville déjà. Hein. Ok. Ouais, d'accord. Et donc ça, c'est pour une ville plutôt moyenne comme Metz. Donc tu prends une grande ville effectivement comme Paris ou Marseille, ce genre de banlieue elle va être encore plus loin. Oui, donc, oui, je vois. Et des banlieues, en fait, qui ont été construites à des endroits où il n'y a pas de transport en commun. Bien sûr. Peut-être un bus le matin à 7h, un bus le soir à 19h. Un pour partir, un pour rentrer. Pour ceux qui veulent vraiment prendre. Il y en a beaucoup des cas comme ça. Ouais. Il faut investir dans le réseau de transport en commun, que ce soit pour vraiment les trucs les plus éloignés, les trains, les bus. Profiter du réseau existant de route pour développer les bus, pardon. Et puis pour les banlieues les plus proches, oui, on va éviter de développer les Russes. Ouais, c'est un lapsus amusant, mais j'espère qu'il n'est pas trop révélateur. Quoi qu'en Russie, tout n'est pas si mal. En Russie, ils ont un réseau de train qui est pas mal, a priori. Mais bon. Ok. Donc développer l'équivalent de tramway, de trolleybus ou que sais-je. Alors du coup j'aime bien là où on est en train d'aller et il y a une question que moi je me posais à laquelle j'ai pas forcément la réponse, on va être très clair. Qui est de savoir qu'est-ce qu'on fait. Admettons, j'habite dans une périphérie très éloignée. Voire même la campagne, je dois aller en centre-ville. À un moment dans mon trajet, je dois prendre la voiture. Pour arriver en centre-ville, admettons, on va dire que je suis dans la périphérie de Metz, j'habite, je sais pas moi, on va dire sur Pont-à-Mousson et je dois aller en ville. Je débarque là-bas, je peux pas prendre la voiture pour aller en centre-ville. Qu'est-ce que je fais de ma voiture ? Est-ce qu'il y a un parking qui est placé à des endroits stratégiques pour prendre les transports en commun et je pars de là ? Mais moi, niveau efficacité, ça m'a l'air assez limité et je vois rapidement les problèmes d'heures de pointe pointer le bout de leur nez et causer des soucis. Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Il y a ce concept qui est un concept assez vieux, hein, le concept du P+R. Oui, je connais bien. Il a un siècle. Hein. Ouais, c'est un parking relais, quoi. Oui, mais c'était vraiment quand les problèmes ont commencé à se poser au niveau de la voiture, hein, les premiers accidents de voiture ont eu lieu, je crois que le tout premier accident de voiture a eu lieu à New York. Ouais. Le tout premier accident de voiture
qui a fait une victime a eu lieu également à New York, à peu près au même endroit. Ok. C'était pas le même. Hein. Non, oui, commencé, oui. par des blessures seulement. Donc là, il y a eu quand même, même aux États-Unis, ils n'étaient pas encore vendus sur la voiture à l'époque et ils ont dit non, il faut faire quelque chose. On va pas accepter ces voitures dans nos centres-villes, c'est trop dangereux. Mhm. C'est quelque chose qui a duré en gros une quinzaine d'années, hein, jusqu'à ce que dans les années 30, les décisions dans un peu tous les pays soient prises que si, on acceptait les voitures au centre-ville. D'accord. Donc il y a eu des lois, y compris, je sais qu'il y a une loi qui disait que les voitures pouvaient circuler, mais elles devaient être précédées par quelqu'un qui marchait en tenant une pancarte où c'était écrit attention. Quoi ? Ok, d'accord. Très amusant l'idée que t'as une voiture, mais t'es obligé d'aller à la du type qui marche devant. J'avoue que ça doit être assez folklore. En vrai, j'aurais bien aimé voir ça. Et bon, voilà, on parle de choses qui ont plus d'un siècle. Hein, mais, Oui, voilà. Et donc, c'est à ce moment-là que les P+R ont été envisagés, où même les gens qui étaient pro-voiture disaient non, les voitures, c'est pour l'extérieur, et on va leur faire un endroit à la périphérie où, oui, les gens vont venir tous se garer, et ils viendront en transport en commun. D'accord. Voilà. Chose qui n'a pas marché aux États-Unis, parce que les sociétés qui vendaient des voitures se sont mises ensemble pour racheter les services de transport en commun, et ils les ont fait disparaître. Oui, Donc, à ce moment-là, c'était plus possible. Ok. Ouais, je vois. On a ce système de P+R qui fonctionne pas trop mal. Ouais. Après, Moi, il y a un endroit où ça fonctionne bien, c'est que donc moi de base je suis lyonnais, donc je connais bien le réseau TCL et j'avoue que les P+R sur le réseau ça fonctionne très bien. Aux abords du T3, c'est super, tu poses ta voiture, tu prends le tram et tu oublies ta voiture. Et ils ont fait un truc similaire, c'est-à-dire qu'en bout de la ligne 3, tu as un immense parking, plutôt utilisé pour les joueurs de match. C'est juste un vaste parking, alors assez peu végétalisé. Moi je trouve ça dommage, mais bon, voilà. Et simplement tu arrives de la périphérie, donc on va dire dans l'est lyonnais, les endroits comme Jonc, Pusignan, etc. Tu poses ta voiture et ensuite tu prends le T droit direction Pardieu. Et t'es en centre-ville en une demi-heure après. Oui, c'est un système. Bon, après, c'est un système qui est rendu compliqué. Il faut que ce soit obligatoire. Si les gens ont le choix, ils préfèrent quand même aller avec la voiture jusqu'au bout. Oui, une fois que tu l'as prise, autant continuer avec. Comme on disait, comme je disais en tout cas, parce que les gens, ils sont opposés à l'idée de prendre des transports en commun. J'estime que les gens sont un peu au-dessus de ça. Je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord. Un exemple très simple, ça va être mes parents. Ou mes parents, c'est assez drôle de voir ça. Mais pour eux, les transports communs, ça fait vraiment récréatif en fait. Il y a des jours, je me demande même s'ils sont pas un peu fascinés par le concept, en se disant oh, c'est génial, on a pris le bus, tu te rends compte? Et moi, je suis là, bah oui, je le prends tous les jours pour aller au lycée. De quoi tu me parles? Et c'était comme ça au lycée. Et alors, je caricature un petit peu, hein, on va pas se mentir, mais je pense que les transports en commun, ils ont quand même un certain attrait, surtout quand ils sont neufs, quand ils sont bien faits. Typiquement, c'est sûr, quand je vais à Paris, que je regarde les rames de métro, elles sont pas ouf et ça donne pas très envie. En fonction des lignes, hein, on s'entend. Et tu vas sur une rame toute neuve de ce que tu veux, de tram de métro. C'est le jour et la nuit. Je veux dire, c'est quand même vachement agréable d'aller sur une rame neuve. Même à Paris, pendant le même trajet, j'ai pris une rame neuve et une rame ancienne. Alors, on va pas se mentir, hein, j'étais quand même vachement mieux dans la nouvelle rame que dans l'ancienne. Et je pense que ça aide aussi au fait que les gens ils les utilisent plutôt que la voiture. Oui, non, effectivement. Mais je pense que Paris, par exemple, ça fait déjà partie de la culture. Et on va pas se trouver la même différence à Paris qu'on va trouver dans les grandes villes, c'est sûr. Par exemple, à Lyon, hein, où Lyon, c'est quand même bien ancré dans les têtes que tu prends les transports en commun en centre-ville, mais après, c'est voilà. J'ai quand même déjà eu pas mal de collègues qui certains vont trouver de très bonnes raisons de ne pas prendre le train et
Bon, certaines sont effectivement très bonnes, hein, parce que la SNCF et la CFL, c'est quand même pas terrible. Mais il y a aussi une mentalité que tu vas entendre parfois, c'est pas tout le monde, mais que tu vas entendre parfois en disant non, bon, de toute façon, non, moi, les transports en commun, non, voilà, me retrouver au milieu des pauvres, non. J'ai quand même l'impression que moi, c'est un son de cloche que j'entends assez peu. C'est un son de cloche que moi j'entends assez peu en général. Quand je dis viens, on y va en transport en commun, on se pose pas la question. En général, ça passe toujours très bien et souvent le point, le bémol que j'entends souvent et que je trouve aussi parfois sur les transports en commun, c'est que des fois t'es pressé et t'as pas envie d'aller attendre que ton train, ton bus, ce que tu veux, il arrive. Et tu veux avoir la chose, tu veux y aller rapidement, tu prends la voiture, hop, t'y vas, tu fais ta course et tu reviens, quoi. Souvent, ça va être ça, et je dois reconnaître que c'est quand même un avantage majeur de la voiture, c'est la flexibilité. Oui, c'est parce que il faut effectivement développer les transports en commun et il faut pas s'attendre qu'ils soient rentables si derrière tu mets. Enfin, déjà, il faut pas s'attendre qu'ils soient rentables. C'est un service public. Oui. C'est comme l'hôpital, faut pas s'attendre que ce soit rentable. Non, ça c'est pas quelque chose qui doit l'être. C'est quelque chose qui peut l'être, mais pas qui doit l'être. Et en plus, effectivement, si se contenter de fournir des transports en commun de qualité, dans un certain nombre de cas, ça ne suffit pas. Il faut que... Parce que même au meilleur de sa qualité, un transport en commun aura du mal à égaliser avec la voiture sur la flexibilité. Bien sûr. Le transport en commun, il ne te fait pas du porte-à-porte. Hein. Tu es obligé ça, c'est sûr. d'aller à l'arrêt. Et une fois arrivé à ta destination, tu es obligé encore de marcher ou de prendre un autre transport. Oui. Mais la qualité doit s'améliorer, qualité du service aussi, c'est-à-dire pas seulement des rames confortables, pas seulement quelque chose de beau, mais aussi si tu as un bus toutes les 30 minutes ou un toutes les 4 minutes, c'est le jour et la nuit. C'est pas la même histoire, hein. On va être très clair, c'est pas la même histoire. Tu compares la fréquence d'arrivée des bus dans un centre-ville et celle de la périphérie, t'as quand même vachement plus de chances de prendre le bus en centre-ville, on va être très clair. Et du coup, j'aimerais avoir ton avis un peu sur les transports en commun en France. Tu trouves qu'on est plutôt comment? On est plutôt bien? On est c'est quoi? Quelle mention tu mettrais? Peut faire mieux peut-être? Largement mieux, oui. Je pense que la France reste un pays européen, donc si on va comparer avec les pires de la classe comme les États-Unis ou le Canada, on va dire ah ouais, c'est vachement bien. Maintenant, si on compare avec un pays comme le Japon, si on compare avec la Suisse, on va trouver ça lamentable chez nous. Bien sûr. Donc voilà. Et on va dire dans la moyenne. Et donc pour pousser les gens à utiliser les transports en commun plutôt que la voiture, tu passerais plutôt sur une version incitative ou plutôt sur une version par la contrainte? Parce que j'ai l'impression que toi tu veux plutôt partir sur la contrainte et pourtant il y a des fois je me demande si l'incitation n'est pas plus efficace. Je pense qu'il faut inciter. On ne doit pas juste contraindre, mais je pense que l'incitation non, c'est même pas vrai ce que je dis. Je devrais pas parler de contrainte parce que on est dans une démocratie qui a ses quand même. C'est un débat pour un autre jour. Présidents qui ont tendance parfois à la dictature, mais c'est juste des petites tendances, faut être honnête. Et dans une démocratie, malgré tous les défauts, c'est quand même la volonté du peuple qui fonctionne. Si on prend l'exemple de la Suisse a des transports en commun qui fonctionnent parce qu'en fait, ils n'ont jamais vraiment développé la voiture. D'accord, oui. Et c'est quelque chose qui est vraiment historique chez eux. Oui, parce qu'ils avaient déjà le train qui liait les villes entre elles. Quand le train est arrivé, c'était des vallées qui étaient isolées, c'était très compliqué chez eux. Le train est arrivé, ils ont dit « Waouh, c'est extraordinaire ce machin-là ». Ils ont investi énormément. Et une fois qu'ils avaient investi énormément dans ces infrastructures de train,
de façon globale, la société suisse s'est dit non, c'est bon, on a un truc qui marche. Oui, ils n'avaient pas besoin, ils avaient pas le besoin, donc ils l'ont pas fait. Voilà. On a un meilleur exemple qui est les Pays-Bas, où les Pays-Bas ont fait comme les autres pays européens jusqu'aux années 70. Ils ont investi dans la voiture à fond. Mhm. Ils ont bétonné partout, ils ont construit des autoroutes hyper larges, etc. Et c'est le pays, dans sa globalité, qui dans les années 70 s'est dit hop, si on prenait 5 minutes pour réfléchir au truc. Mhm. Et donc il y a eu une vraie volonté populaire. Donc c'est pas 100% des gens, hein, c'est juste un petit peu plus de la moitié qui était un petit peu plus pour développer le vélo que redévelopper le vélo. Parce que le vélo, c'est quelque chose qui était très développé dans tous les pays européens jusqu'aux années 50. Surtout dans les centres-villes d'ailleurs. Et donc voilà, surtout dans les centres-villes, même sur un certain nombre de transports, hein, puisqu'on déjà dans le début du XXe siècle, on avait cette séparation entre les lieux de vie et les lieux industriels où les ouvriers allaient travailler. Oui, ne serait-ce que pour une question de qualité de vie. Voilà, c'est quelque chose qu'on a apporté par rapport aux villes du XIXe siècle. Mais cette séparation-là, les ouvriers y allaient à vélo. Oui. Hein, c'était vraiment classique. Tous les ouvriers possédaient un vélo et ils faisaient leurs petits kilomètres et ils garaient le vélo à l'usine. Mhm. C'est quelque chose qui a complètement disparu dans les années 50, mais dans les années 70, les Néerlandais s'en souvenaient encore. Oui. Ils n'avaient pas totalement perdu c'est vrai. Cette chose-là. Ils avaient encore chose qu'on voit très peu, nous, ici en France. Et ils se sont dit, finalement, quand on compare ce qu'on a gagné et ce qu'on a perdu, peut-être qu'il faudrait quand même revenir vers le vélo. D'accord. Donc, nous, maintenant, on ne peut plus comparer directement par rapport à nos souvenirs. Hein. Même moi qui suis plus vieux que toi, je suis né... évidemment. Mais on a l'exemple, on peut aller voir comment ça se passe chez eux et dire, bon, ok, ils ont moins de voitures, mais c'est quand même vachement bien sur un certain nombre de choses chez eux. Je vois ce que tu veux dire. Ok. Et donc, c'est un bon modèle. Pour ça, dire il faudrait forcer, oui, ils font des lois qui forcent. Hein. Ils ont encore récemment fermé une artère. Oui, mais parce que derrière, ils ont l'opinion publique qui soutient tout ça. Donc, il y a une grosse contrainte. Et les gens qui utilisaient cette artère, ils viennent dire que c'est de la dictature, etc. Mais effectivement, il y a l'opinion publique derrière. Et la contrainte ne peut vraiment fonctionner en démocratie que si tu as quand même une majorité des gens qui sont pour, ou en tout cas une très très grosse minorité. Bien sûr. Ok. Eh ben écoute, je pense qu'on arrive vers la fin, donc je te laisse le mot de la fin, et moi je vais conclure. Le mot de la fin, je ne sais pas trop quoi dire. Je pense que la voiture c'est le mal. Voilà. Brûlez-les. Attention à ce que tu dis. On n'incite pas à la violence ici. Si tu t'en prends à une voiture, c'est pas de la violence. Donc... La voiture est une voiture. Vas-y, continue. Non, voilà, non, il faut effectivement, il faut essayer de faire les choses, ne pas se lancer dans des actions trop violentes, trop directes, mais en même temps se rendre compte qu'il y a une urgence et essayer de faire de son mieux pour faire évoluer la société. Bien sûr. Donc tu seras d'accord avec moi pour dire que la voiture, l'arrêter dans l'immédiat, c'est assez peu réaliste et il vaut mieux d'abord viser une diminution et ensuite on avisera. Oui, bon, parce que de toute façon, il faut, comme je disais, la voiture a été introduite pour de bonnes raisons. Oui. Ça représente effectivement des choses. Il y avait, en 1920, quand ils ont introduit la voiture, il y avait des villages qui étaient isolés où c'était pas rentable de construire un train. Bien sûr. Tu peux pas faire des il y avait des urgences, amener les gens à l'hôpital, avoir des ambulances, c'est bien. C'est quand même vachement bien. Ouais. Voilà. Même quand tu dois alimenter une ville, c'est bien d'avoir des trains qui vont amener des kilos, enfin des tonnes de blé de ce que tu veux, mais d'ailleurs il faut pouvoir les répartir jusqu'à la ville. Mais au moment où c'est à la ville, c'est pas non plus rentable de prendre des trains pour aller les amener à chacune des boulangeries pour que le mec il fasse son pain. Donc bien sûr. Il y a des usages et pour ces usages, il est nécessaire de conserver la voiture, la plus petite, la moins polluante, la plus efficace possible. Et pour le reste, il faut essayer de se dire non, il y a des solutions qui fonctionnent mieux pour la société, même si individuellement, elle demande un peu plus de contraintes.
Pas de souci. Eh ben écoute, moi je te remercie pour ton intervention. J'espère que tu as passé un bon moment. 45 minutes pour discuter, c'est relativement court, donc j'espère qu'on aura pu aborder un peu le sujet globalement. On a un peu débordé sur l'urbanisme de manière générale, mais ça se prêtait assez bien à la chose, donc j'ai laissé faire parce que ça reste... avec ce sujet-là, on peut difficilement dissocier la voiture de l'urbanisme tel quel. Donc voilà. Tout à fait. Donc je te remercie. Oui, Et puis... c'était bien d'en parler avec toi. J'espère que tu auras des milliers de gens qui vont t'écouter et qui sont convaincus. Il faudra que tu partages le podcast. Chers auditrices, chers auditeurs, c'est ici que se conclut notre épisode sur la place de la voiture dans les milieux urbains. J'espère que vous avez apprécié. Comme vous le constatez sans doute, l'épisode est plus long que d'habitude, notamment parce qu'on s'est un peu étalé sur l'urbanisme de manière générale, plutôt que ce quand on est à la voiture en elle-même. L'urbanisme, c'est un sujet très intéressant qui permet de toucher à plein d'autres sujets, donc je compte bien y retourner parce qu'en plus ça me tient à cœur. J'espère que vous aurez une charmante journée. À bientôt.